Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez fascinant dans le monde invisible qui nous entoure et qui vit aussi en nous. On va plonger au cœur de l'architecture vraiment surprenante des bactéries, ces organismes microscopiques qui, sans qu'on s'en rende compte, façonnent notre monde. Allez, notre exploration commence maintenant. Pour bien démarrer, on va se poser une question de base, mais elle est essentielle. On entend parler de bactéries, de virus, parfois on mélange un peu les deux, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? En fait, pas du tout, et c'est la première clé pour comprendre tout le reste. Alors voilà le grand écart. D'un côté, la bactérie. C'est une vraie cellule, vivante, autonome, avec tout son matériel génétique, l'ADN et l'ARN. Elle se débrouille toute seule. De l'autre côté, le virus. C'est beaucoup plus simple. Pensez à un pirate. Il n'a même pas de cellules, juste un bout de code génétique, ADN ou ARN, jamais les deux. Et surtout, il est totalement incapable de se reproduire par lui-même. Il est obligé de pirater une de nos cellules pour faire des copies. La différence est donc énorme. Bon, mais avant de pouvoir visiter une bactérie de l'intérieur, il faut déjà réussir à la voir. Et ça, c'est pas une mince affaire. Comment les scientifiques ont bien pu faire pour observer des organismes aussi minuscules? C'est toute une histoire. Une histoire d'outils et de techniques vraiment ingénieuses. Tout commence avec cet homme, Anthony van Leeuwenhoek. Imaginez, au XVIIe siècle, avec des microscopes qu'il fabriquait lui-même, il a été le premier humain à voir ce qu'il a appelé des animalcules. Il a littéralement ouvert la porte d'un univers dont personne ne soupçonnait l'existence. Faisons un bond en avant jusqu'à aujourd'hui. On a des techniques bien plus poussées bien sûr, mais l'une des plus fondamentales, c'est la coloration de grammes. C'est un peu comme une recette. D'abord, on colore tout en violet. Ensuite, on fixe bien cette couleur. Et là, c'est l'étape décisive. On essaie de tout rincer avec de l'alcool. Certaines bactéries vont garder le violet, d'autres vont le perdre. Celles qui sont devenues transparentes, on les recolore en rose. Et rien qu'avec ça, on peut classer presque toutes les bactéries en deux grands groupes. Tout ça juste à cause de la structure de leur armure, comme on va le voir tout de suite. Maintenant qu'on sait comment les voir et les classer, on peut commencer la visite. À quoi ça ressemble une bactérie? C'est quoi son plan de construction de base? Déjà, il faut savoir que toutes les bactéries ne se ressemblent pas, loin de là. Elles ont tout un tas de formes. Il y a les cocci, qui sont des sphères, des petites billes qui peuvent s'organiser en duo, en collier de perles ou même en grappes de raisin comme les fameuses staphylocoques. Il y a les bacilles, qui ressemblent à des bâtonnets, et puis on a des formes plus originales comme les spirochètes en tire-bouchon ou les vibrions en forme de virgule. C'est leur première carte d'identité, en quelque sorte. Allez, la visite guidée commence. On part de l'extérieur, on va examiner l'armure, les boucliers de la bactérie. Quelles sont ses toutes premières lignes de défense? La couche la plus externe, mais attention, elle n'est pas toujours là, c'est la capsule. C'est une sorte de manteau un peu visqueux fait de sucre. Toutes les bactéries n'en ont pas, mais pour celles qui en sont équipées, c'est un sacré avantage. Et pourquoi c'est un avantage? Eh bien, premièrement, pour sa virulence. Cette capsule, elle la rend glissante, difficile à attraper pour notre système immunitaire. Pour les labos, c'est aussi un super outil de diagnostic, ça permet de l'identifier précisément. Et surtout, cette capsule est tellement spécifique qu'on s'en sert pour fabriquer des vaccins hyper efficaces, comme ceux contre le pneumocoque ou le méningocoque. Juste en dessous de cette capsule, ou directement à la surface s'il n'y en a pas, on trouve une structure absolument essentielle, la paroi cellulaire. C'est ni plus ni moins que l'exosquelette de la bactérie. C'est cette paroi qui lui donne sa forme rigide, sphère ou bâtonnet, et qui l'empêche tout simplement d'exploser. Et voilà, on arrive au point crucial. Rappelez-vous la coloration de grammes, la différence entre le violet et le rose, tout s'explique ici, dans la structure de cette paroi. Les bactéries Gram positives ont une muraille énorme, très épaisse, faite d'un matériau unique appelé peptidoglycane. Cette muraille piège le colorant violet. Les Gram négatives, elles, ont une paroi de peptidoglycane toute fine, mais par-dessus, elles ont une deuxième barrière, une membrane externe. C'est cette structure complexe qui ne retient pas le violet et qui finit donc en rose. Et c'est cette membrane externe qui contient le fameux LPS, une toxine qui peut être très puissante. Et ça, pour la médecine, c'est une information en or. Ce matériau, le peptidoglycane, il est exclusif aux bactéries. Nos propres cellules n'en ont absolument pas. Du coup, c'est une cible parfaite. Les antibiotiques, comme la pénicilline, leur job, c'est de saboter la construction de cette paroi. La bactérie s'affaiblit, elle finit par mourir, et tout ça sans toucher à nos cellules. C'est génial. Ok, on a passé les fortifications. Maintenant, allons voir le cœur du réacteur, son information génétique, son logiciel. Et jetons aussi un œil aux outils qu'elle utilise pour bouger et pour interagir avec ce qui l'entoure. L'ADN de la bactérie est super bien organisé. Il y a le gros morceau, le chromosome principal, un grand cercle d'ADN qui contient tous les gènes indispensables à sa survie, mais à côté de ça, elle a souvent des petits disques durs externes, des petits cercles d'ADN qu'on appelle des plasmides. Ce sont des modules optionnels.
Ils peuvent transporter des gènes bonus, comme des plants pour résister à un antibiotique ou pour fabriquer une toxine. Et le plus fou, c'est que ces plasmides, les bactéries peuvent se les échanger entre elles. Pour se déplacer, certaines bactéries ont des flagelles, de longs fouets qui leur servent de moteur pour nager. Pour s'accrocher, elles utilisent des pili ou fimbria, des sortes de poils très courts qui fonctionnent comme du velcro sur nos cellules. C'est d'ailleurs souvent la toute première étape d'une infection. Et enfin, il y a des pili un peu spéciaux, les pili sexuels, qui sont des tubes qui permettent de faire passer les fameux plasmides d'une bactérie à l'autre. C'est comme ça par exemple que la résistance aux antibiotiques se propage à une vitesse folle. On termine notre visite avec l'une des capacités les plus incroyables du monde bactérien. Sa stratégie de survie ultime quand tout va mal. Quand il n'y a plus rien à manger ou que l'environnement devient trop hostile, certaines bactéries ont un plan B. Au lieu de mourir, la cellule va construire une sorte de bunker à l'intérieur d'elle-même. C'est l'endospore. Elle y enferme son ADN et le strict minimum vital. Une fois la spore prête, la cellule mère se sacrifie et la libère. Et cette spore peut attendre des années, des dizaines d'années, parfois plus, que les conditions redeviennent bonnes pour germer et redevenir une bactérie active. C'est incroyable. Pour bien réaliser à quel point ces spores sont résistantes, il suffit de regarder ce chiffre. 121 degrés Celsius. C'est la température qu'il faut atteindre, avec de la pression, dans un appareil spécial qu'on appelle un autoclave pour être certain de les tuer. Faire bouillir de l'eau à 100 degrés, ça ne leur fait quasiment rien. C'est cette résistance hors du commun qui nous oblige à avoir des protocoles de stérilisation aussi stricts que ce soit à l'hôpital ou dans l'industrie alimentaire. Finalement, cette capacité à se mettre en pause, à devenir quasiment indestructible, ça a des conséquences énormes pour nous. Ça nous force à innover constamment dans nos méthodes de stérilisation, à être ultra vigilants sur la sécurité de ce qu'on mange et à comprendre comment des infections peuvent parfois réapparaître alors qu'on les croyait soignées. Une chose est sûre, cette architecture si complexe nous montre bien que le monde microscopique n'a vraiment pas fini de nous surprendre.